c'est aussi reconnaître que même s'il y a la récession dans son propre pays, il n'y a pas forcément la récession partout dans le monde. Donc si je peux investir et entre-temps recevoir un rendement qui est raisonnable, en fait, je suis payé pour attendre une amélioration du marché. Quand on est honnête avec soi-même, quand vous regardez l'état de certains pays européens, demandez-vous vraiment quels sont les catalyseurs pour la croissance, quels sont les catalyseurs pour une amélioration de la situation. Soyez honnête avec ce que vous voyez autour de vous. Quels sont les catalyseurs? Ce qui est le plus important, c'est les Chinois, les Africains, les Indiens sont en train de construire des centrales de charbon, mais sans fin. Donc nous, dans l'Ouest, on dit plus de charbon, plus de charbon. Donc plus personne n'investit dans les mines de charbon, dans les actions de charbon. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir énormément de demandes pour remplir toutes ces centrales, toutes ces usines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Ladislas Meurice de The Wandering Investor avec moi. Donc, ta spécialité, si je ne me trompe pas, c'est d'investir dans les pays émergents, d'investir là où il y a des opportunités qui ne sont pas encore vues par l'investisseur lambda. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, je profite de t'avoir à Panama pour discuter d'un sujet qui vraiment est brûlant, on va dire, c'est de comment on protège nos capitaux, comment on protège nos investissements d'une récession. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit un petit peu tous les deux comment on fait. Alors, j'ai déjà abordé un peu le sujet sur la chaîne, mais en premier, toi, dis-moi un petit peu ce que tu mets en place et je compléterai parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait très similaires finalement. Donc, je dirais la première chose, c'est ne pas être obsédé par les récessions. Parce que la réalité, c'est que je connais beaucoup de personnes sur Internet, de journalistes, d'analystes, etc., qui ont prédit 15 des dernières 3 récessions. Donc, ils passent leur temps à dire la récession, la grande récession, c'est la fin du monde, etc. Et après, ce genre de personnes qui écoutent ça trop, tout ce qu'ils font, c'est juste acheter de l'or, l'enterrer dans le jardin, acheter des trucs un peu bizarres. Et en puis fait, même ça peut être négatif aussi pour ton bien-être. Ça devient terrible à la fin. Il y a des gens dont c'est le fonds de commerce sur Internet de faire on appelle ça doomsday un petit peu. Ouais. Et effectivement, donc il faut faire attention à pas... Après, bon, au bout d'un moment, ils auront raison. Oui, comme toute horloge, une horloge cassée donne l'heure correcte 2 fois par jour. Voilà, mais entre-temps, ça peut coûter très cher si on les écoute de trop. Donc, je dirais, la première chose, c'est il faut faire attention à ne pas rentrer dans un trip. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi reconnaître que même s'il y a la récession dans son propre pays, il n'y a pas forcément la récession partout dans le monde. Le monde est grand. Donc, en ce moment, l'Europe, ça se passe pas très bien. Donc, pour ton audience européenne, on a la guerre, on a la déindustrialisation, on a plein de problèmes politiques, etc. Migratoires aussi. Migratoires, démographiques. Tout le monde part à la retraite en même temps, etc. Donc, on a beaucoup de problèmes, beaucoup d'endettement. Donc, oui, c'est pas le boom économique en Europe. Donc, est-ce qu'on va avoir une récession? Sans doute dans certains pays. Mais la réalité, c'est que le monde est grand et il y a encore plein de pays qui sont en train de montrer plein de croissance en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Donc déjà, une manière de... Rester optimiste. Voilà, de rester optimiste. Même dans les pires situations, il y a toujours un endroit qui est vert de l'autre côté du globe. Voilà, il faut savoir être diversifié. C'est ça le plus important, c'est la diversification. C'est le maître mot un petit peu de ce podcast, je pense. Tout à fait. C'est qu'en fait, et on en discutait avant, on ne sait pas d'où va venir le coup. Ouais. On ne sait jamais. Sur quelle classe d'actifs. Exactement. On ne sait jamais. Donc si on prend... La réalité, c'est que si on regarde comme le monde a changé dans les 4 dernières années. Donc, comparé 2019, avant le Covid, avant tout ça, et le monde maintenant. Entre-temps, on a eu une pandémie, tout le monde était enfermé chez eux. Les gouvernements ont imprimé des milliers de milliards de dollars et d'euros. On a la guerre qui éclate dans tous les sens. Donc, si on va avoir autant de changements dans les 4 prochaines années, honnêtement, ça fait un peu peur. Donc, pas beaucoup, ouais. C'est difficile de dire qu'est-ce qui va se passer, mais... La manière dont je dors le mieux la nuit, personnellement, c'est de savoir que je suis diversifié, non seulement d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue asset class, donc type d'actif. Et dans ces périodes de tumulte, en fait, le truc, c'est pas forcément de chercher la performance, c'est plutôt d'être suffisamment diversifié pour perdre le moins possible. C'est ça, le grand gagnant d'une période de récession, c'est celui qui a perdu le moins. En gros, c'est ça. Personnellement, je suis dans cette mentalité. En ce moment, j'essaye d'être raisonnable. Je crois que c'est ça, il faut être raisonnable. Est-ce que j'irais maintenant, avec tout ce risque, aller prendre plein de leviers pour acheter du crypto ou je sais pas quelle action? Je dirais que c'est pas forcément le moment de faire ce genre de choses. C'est pas très raisonnable dans l'environnement qu'on est. Bon, est-ce que j'ai tort? Peut-être. Peut-être que les banques centrales vont se mettre à réimprimer de l'argent et ça va être la fête. Je dis pas le contraire. Mais même si vous faites ça, faites attention de ne pas trop vous exposer. Il faut toujours rester
raisonnable. Dans un monde fou où il n'y a plus beaucoup de raisons, essayez d'être raisonnable avec vos investissements. Est-ce que tu peux partager un petit peu les classes d'actifs sur lesquelles tu es? Donc personnellement, j'aime bien l'immobilier pas cher parce que dans des pays qui ont déjà connu la crise, dans des pays où les prix ont déjà baissé, dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'effet de levier, donc comparé à des pays comme le Québec ou la France ou la Belgique où il y a beaucoup de leviers dans l'immobilier, si les taux devaient rester élevés, ça aurait un impact vraiment très négatif sur les prix. Par contre, quand je vais dans des pays comme le Nicaragua, par exemple, donc là, j'y étais récemment, j'ai fait des offres. Ils ont eu des problèmes en 2018, des problèmes politiques où les prix de l'immobilier ont chuté d'à peu près 30-40%, et depuis, ils n'ont pas bougé. Alors que partout dans le reste de l'Amérique centrale, depuis 2018-2019, les prix ont beaucoup augmenté, notamment au Costa Rica, au Mexique, etc., au El Salvador aussi. Donc, quand je vois ça, un pays où les prix ont baissé il y a quelques années et depuis, ils n'ont pas augmenté, mais pourtant, il y a de plus en plus d'investissements qui arrivent dans le pays. Là, je me dis que le risque, fondamentalement, il est nettement plus bas que dans d'autres juridictions. Donc, si je peux investir et entre-temps recevoir un rendement qui est raisonnable, en fait, je suis payé pour attendre une amélioration du marché. Et donc, tu peux nous donner quelques exemples d'endroits où tu trouves de l'immobilier autour des ces 1 000 $, un peu ta target, ou en dessous de 1 000 $? J'aime bien quand je peux acheter de l'immobilier en dessous de 1 000 $ le mètre carré dans une ville avec soit au moins 1 million d'habitants, soit que ce soit une capitale ou soit que c'est un centre touristique à moins de 1 000 $ le mètre carré, bien placé dans une ville comme ça, de manière générale, c'est difficile de perdre beaucoup d'argent. C'est que même au Venezuela, où tout est complètement défoncé, c'est difficile de trouver l'immobilier pour moins que ça. Ouais, donc, et de manière générale, je ne suis pas en train d'investir dans l'équivalent du Venezuela. Donc, vraiment, il y a peu de chances de perdre de l'argent si on est patient et si on comprend pourquoi est-ce que l'immobilier est si peu cher dans certains marchés comme ça, parce qu'il y a peu de liquidité. Si on comprend que quand on cherche à vendre, ça ne va pas être comme vendre de l'immobilier à Montréal ou à Paris, où on peut le faire en une semaine. Où on sait que, voilà, si je veux vendre au Nicaragua, si je veux vendre en Équateur, en Colombie, ça va me prendre au moins plusieurs mois. Donc, il faut juste savoir ce genre de choses. Il y a assez peu d'accès au crédit dans ces pays-là. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Exactement. Donc, c'est pas forcément intuitif, mais dans des pays comme ça, en fait, il y a potentiellement moins de risques. Mais après, voilà, je dis ça. Je te donne l'exemple de l'Équateur. J'ai acheté, avec un membre de ma famille, on a acheté un appartement dans le centre historique d'une ville où beaucoup d'Américains vont passer leur retraite, dans les Andes. Et on a acheté un appartement qui est grand, en plein dans le centre, qui est clair. On a juste un peu à faire quelques petites rénovations. Moins de 700 $ le mètre carré. Donc, très bien, on se dit, on peut pas vraiment perdre de l'argent là-dessus. Bon, une semaine après avoir eu le titre de propriété, il y a eu un gros tremblement de terre dans la ville. Donc, ça va, l'appartement, ça va, ça tient. Et récemment, il y a eu tous les problèmes avec les gangs qui ont causé plein de problèmes à Guayaquil, qui ont tué plein de gens. En gros, il y a une grosse guerre ouverte entre le gouvernement et les gangs. Donc, voilà, il y a moins de retraités américains qui vont en Équateur en ce moment. Donc, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Non. C'est rien passé dans la ville où toi tu étais? Non, ça va. Ça va à peu près. Ils ont juste, dans la prison, ils ont tué quelques gardes, c'est tout. Mais non, j'ai rien perdu. Mais bon, ça veut dire que trouver des locataires, ça va être un petit peu compliqué. Mais si je devais revendre l'appartement, je le revendrais le même prix, voire un petit peu plus cher après avec la rénovation, mais ça me prendrait quelques mois. Donc ça veut dire que même quand il y a une crise, même quand il y a un tremblement de terre et il y a la guerre avec les gangs et tout ça, en fait, le prix baisse pas. C'est juste parce qu'il est déjà tellement bottom, en fait. Voilà, il y a un moment, ça coûte tellement plus cher de construire après. C'est ça le truc. Voilà, les coûts de construction sont à peu près... C'est du centre-ville, plein centre-ville. Ouais, les appartements en plein centre-ville se vendent neufs entre 1 500 et 2 000 $ le mètre carré. Voilà, donc là, j'ai un truc d'une quarantaine d'années à 650. Donc ça, c'est une manière de... Mais ça illustre bien que tu pouvais rien prévoir parce que tu as fait tes études pour le marché et finalement, c'est pas ça. Voilà. Et après, il faut savoir quand on investit dans ces pays émergents, voilà, c'est le genre de choses qui se passent. C'est pour ça aussi qu'ils sont aussi peu chers. Ouais. C'est qu'il y a du risque, il y a des problèmes, etc. De l'autre côté aussi. Mais bon, du moment que tu n'es pas le genre d'investisseur qui devient très nerveux, qui cherche à tout contrôler, qui veut toujours acheter, vendre, être super actif, du moment que tu comprends vraiment ce que tu as acheté, et là, je comprends ce que j'ai acheté, ça me cause aucun problème. Voilà, il y avait plein de problèmes, etc. J'ai très bien dormi la nuit. J'ai juste contacté mon gestionnaire sur place. Je lui ai demandé l'appartement, ça va? Il me dit oui, non, pas de dommages après le tremblement de terre, et puis c'est tout.
Et des exemples comme celui que tu as eu avec ton investissement en Équateur, il y en a plein. Enfin, autour de nous, de nos amis. Là, on a eu un de nos amis qui nous a raconté avant-hier soir. Si tu peux expliquer l'investissement qu'il a fait. Bon, c'est anecdotique, mais ça montre encore une fois que même si tu es bien placé au bon endroit. Ça, c'est très fort. Donc, il a acheté du rhodium. Okay, donc, c'est vraiment, vraiment niche. Donc, lui, il aime bien acheter des trucs un peu fous. Il a acheté du rhodium. Il l'a mis dans son coffre à Singapour. Et en 2020 ou en 2021, il y a eu un espèce de short squeeze sur le rhodium. Donc, les prix ont fait du genre x20 tout d'un coup parce qu'il n'y avait plus de rhodium. Et c'était le Covid. Et donc, il ne pouvait pas aller à Singapour, quoi. C'était interdit. Et donc, il n'a pas pu vendre et les prix ont rechuté. Et bien que sur le papier, sa stratégie était bonne. Il a acheté quelque chose de rare. C'est intéressant. Il l'a mis dans l'endroit le plus sûr de la planète, Singapour. Voilà. Et quand bien même, il n'a pas pu profiter de l'upside, finalement. Exactement. Donc, on ne peut rien prévoir. Donc, ça, c'est pour la classe actif immobilier, IMO pas cher, dans des villes intéressantes, avec les critères que tu as mentionnés. Qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je dirais les métaux précieux. Pourquoi? Parce que, bon, et après, c'est facile de dire, ouais, l'or, $2000 de l'once, c'est cher, blabla, l'argent aussi, etc. Mais bon, la réalité, c'est personnellement, quand j'achète de l'or ou de l'argent, je ne cherche pas vraiment à timer le marché. Je ne cherche pas à me dire, là, c'est cher, là, c'est pas cher. C'est tout. J'achète, je mets de côté. Et j'y pense plus. Et je suis pas là sur Excel en train de calculer, regarder tous les jours combien vaut mon or qui est enterré quelque part. C'est pas comme ça que j'opère. J'achète de l'or et après j'y pense plus. C'est tout. C'est vraiment en anglais on appelle ça le emergency fund. Okay. C'est mon truc de secours. Mon fonds de secours, ouais. Mon fonds de secours, j'y pense pas. Et les gens, nous en tant que humains, avons investi dans l'or et l'argent depuis des millénaires. Ça a passé le test des époques. Hein. Voilà, ça a passé le test des époques, des cultures, tout. Donc, je dors très bien la nuit avec mon or. Je dors très, très bien la nuit avec mon or et j'en ai rien à faire de la fluctuation. Après, acheter des minières, acheter tout ça, là, c'est différent. Et puis, on est jeune. Donc, l'or, c'est des très longs cycles. Donc, finalement, si on a une vision suffisamment longue, on ne perd pas. Après, bon, peut-être que l'or pourrait retomber à 1500 et rester à 1500 pendant 15 ans. On en achètera plus. Voilà, j'ai aucune idée. Je sais pas et honnêtement, je m'en fiche complètement. BTC? Bitcoin, personnellement, je trouve ce qu'il y a d'intéressant, ce sont la propriété même du Bitcoin qui est que l'on peut utiliser le Bitcoin pour passer les frontières facilement. On ne peut pas scanner ton cerveau encore, pour le moment. À ce qui paraît, ils essayent, mais pour l'instant, on ne peut pas scanner ta seed phrase. Alors qu'avec l'or, si on veut avoir une stratégie de protection, eh bien, ça implique d'en avoir à plusieurs endroits du monde. Donc, il y a de la logistique derrière. Le Bitcoin, on peut transporter des millions ou des milliards de façon ultra facile. Et surtout que si la thèse, c'est qu'il va y avoir une récession, de manière générale, quand l'économie va pas très bien, c'est dans des scénarios comme ça que les gouvernants mettent des contrôles de capitaux en place. Ils disent, voilà, tout d'un coup, comme on avait en Europe pendant longtemps, pendant les années 70, les années 80, sortir de l'argent de France, par exemple, n'était pas si facile que ça, il y avait des limites, etc. Donc, est-ce que c'est impossible de se dire que dans les prochaines années à venir, qu'on se retrouve dans un scénario où sortir son argent du pays devient plus compliqué? Non. Par contre, voilà, les gens qui ont du Bitcoin, après, ça ne veut pas dire que c'est légal. Là, je suis pas en train de faire du conseil juridique ou d'impôt ou de quoi que ce soit fiscal. Mais par exemple, donc parlons plutôt du Venezuela. Les gens, ils n'ont pas le droit de sortir de l'argent du pays. Par contre, ils font ça avec du Bitcoin, ils peuvent se promener, etc. Tu l'as vu toi-même en Argentine, tu as passé beaucoup de temps. Le Bitcoin, c'est accepté partout. Tout le monde accepte du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, d'un point de vue spéculatif au niveau du prix, j'ai aucune idée. Si j'étais bon sur la spéculation du Bitcoin, on serait sans doute pas en train d'avoir ce podcast. Je serais en train de faire ça à temps plein. Je ne suis pas bon. Par contre, je reconnais l'utilité du Bitcoin. Ouais. Et pour revenir au Venezuela, à l'Argentine, quand les pays ont été vraiment au plus fond de leur chaos, eh bien, ceux qui avaient de l'or ou du Bitcoin, ils sont à Miami. Donc, c'est pas mal d'en avoir. C'est pas mal d'en avoir. Tout à fait. Et aussi, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir de tout à l'heure, c'est quand tu disais le contrôle d'échange. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié ou qui ne l'ont pas connu, ou alors qui n'ont pas eu des vies à l'international, qui n'ont pas été confrontés à ça. Moi, j'ai eu cette chance dans les 12 dernières années de vie à l'étranger. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent depuis la France, depuis la Belgique, etc., qui n'ont pas connu ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je me souviens quand je bossais pour Nestlé au Ghana, donc je recevais mon salaire qui était indexé en partie au franc suisse et en partie au dollar américain sur mon compte ghanéen, mais en Ghana Cedi. Okay, donc le premier truc, c'était j'attendais le jour du salaire, j'attendais la banquière me prévenait directement sur WhatsApp, parce qu'il y avait toujours de la dévaluation.
Et elle me prévenait sur WhatsApp, elle disait, ton salaire est arrivé. Et vite, je devais essayer d'acheter des dollars. Et de temps en temps, ça prenait 2-3 jours parce qu'il n'y avait pas assez de dollars pour pouvoir acheter et sortir du pays. On arrivera à ce niveau-là en France, peut-être pas, mais c'est possible qu'on connaisse des situations. Je veux dire, ça arrivera, c'est juste quand. Mais ça arrivera forcément. Je veux dire, il n'y a aucun pays qui a eu des finances parfaites sur des centaines d'années. C'est facile. Hein. Toute fiat devise est vouée à l'échec. Donc, exactement. Un donc, moment ou un autre. Ouais. Ça viendra. Mais juste quand, aucune idée. Et à quelle intensité, à quelle force, est-ce que ça sera aussi compliqué que ça? On ne sait pas. Voilà. Mais oui, ça prend la direction, pour moi, l'Europe prend la direction de l'Argentine, en fait. Grosse puissance du passé et qui potentiellement va devenir très pauvre, en fait. C'est sans doute une question de temps. Et je dirais, les gens doivent se préparer au fait qu'on ne va sans doute pas s'enrichir, qu'on part plutôt dans un scénario soit de stagnation, soit de déclin plus ou moins lent ou rapide. Quand on est honnête avec soi-même, quand vous regardez l'état de certains pays européens et vous vous demandez-vous vraiment, quels sont les catalyseurs pour la croissance? Quels sont les catalyseurs pour une amélioration de la situation? Soyez honnête avec ce que vous voyez autour de vous. Quels sont les catalyseurs? Si vous avez du mal à en trouver, ça veut dire qu'il y a sans doute de meilleurs endroits pour investir son argent, ou au moins vous devriez être ouvert à l'idée de diversifier et de commencer à investir dans d'autres juridictions tant que c'est possible. Effectivement, ouais, tant que vous le pouvez, je pense que c'est un mot qui est fort, mais qui prend de plus en plus tout son sens avec cette Europe qui s'appauvrit de plus en plus et à l'international qui a de moins en moins de pouvoir d'achat. Voilà, après, il faut être raisonnable. Faut pas rentrer dans des plans tout vendre et aller tout mettre au Nicaragua. Voilà, c'est pas raisonnable. Bien sûr, non. Mais faut commencer, je dirais, à faire des petits pas. En termes d'investissement financier, qu'est-ce que tu fais? Personnellement, j'aime bien les actions dans certains pays émergents qui ne sont vraiment pas chers du tout. Donc là, c'est possible, par exemple, en Colombie, au Brésil, d'acheter des pétrolières, d'avoir des dividendes de 15, 20, 25% par an pour des compagnies qui ne sont vraiment pas chères. Donc bon, on joue un peu sur le cours du pétrole, mais c'est possible d'acheter des actions de compagnies, soit des banques, des supermarchés, etc. et d'avoir des dividendes de presque 10% dans certains de ces pays. Télécom, ça peut être intéressant aussi. Ouais, ça peut être intéressant. Parce que les gens, même s'il y a une nouvelle pandémie, ils vont continuer à aller sur WhatsApp, donc ils ont besoin de payer leur forfait téléphonique. Ça, ils n'arrêtent pas de le payer, non? Voilà, ça encore plus. Donc il y a des plans intéressants dans certains pays. Acheter des trucs pas chers avec des bonnes dividendes. Encore une fois, vous n'allez pas vous faire des grosses plus-values là-dessus, mais c'est une manière d'être raisonnable et d'être un peu diversifié. Et facilement, parce que si on compare ça avec aller acheter de l'immobilier au Nicaragua, acheter une action d'une compagnie pétrolière ou télécom en Amérique latine, bon, il suffit d'un broker. On a accès au marché émergent avec Interactive Brokers sur l'Amérique latine, peut-être pas tous les pays. Non, mais beaucoup de ces compagnies ont des ADRs sur le New York Stock Exchange, donc c'est possible d'acheter. Donc avec Interactive Brokers, on pourrait les acheter. Okay. On peut acheter un produit dérivé de ces... Parce que tu avais de l'expérience aussi avec l'Ouzbékistan, par exemple, où là, c'était très, très compliqué d'y accéder. Il fallait avoir un broker local. Voilà, il fallait vraiment avoir un broker local, ouais. Et aussi, par exemple, il y a des classes d'actifs qui étaient détestées de tout le monde, donc comme les compagnies de cigarettes. Okay, donc depuis 20 ans, depuis toujours, tous les deux, on entend « Ah, les compagnies de cigarettes, les cigarettes, c'est pas bien, on ne devrait pas investir. » Les fonds de pension disent « Non, nous, on n'investit pas dans les cigarettes, etc. C'est pas bien. » Donc, en fait, ces compagnies de cigarettes étaient pas chères, mais les gens continuaient de fumer. Rentable. Evergreen. Voilà, et continuer de payer de très bonnes dividendes de 8-9% pendant 2 décennies. Il y a une question d'éthique. Hein. Je sais que ma banque privée, justement, j'ai eu l'appel il y a 2-3 jours où elle me disait bon, j'ai quelque chose qui crache des bons dividendes, mais par contre, est-ce que vous êtes confortable avec le fait Elle est venue vraiment comme ça parce qu'à Singap, la mentalité, ils n'aiment pas du tout investir dans de la clope, apparemment, les fortunes singapouriennes. Bon, donc voilà, donc en fait, c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité, parce que c'est pas cher. Parce que personne ne va investir, mais c'est pas cher. Et la réalité, les gens continuent de fumer, donc vous avez des bonnes dividendes. C'est triste, mais oui. Donc là, l'équivalent, et donc moi-même, j'investis pas mal là-dedans, c'est le charbon. Okay, tout le monde dit le charbon, c'est terrible, CO2, environnement, blablabla. Le charbon, c'est fini. Donc tout l'Ouest vous annonce toujours que le charbon, c'est fini. On va être électrique, blabla. La réalité, c'est que après que l'Allemagne ait coupé ses centrales nucléaires, l'Allemagne court au charbon en ce moment. La Pologne court aussi au charbon. Et ce qui est le plus important, c'est les Chinois, les Africains, les Indiens sont en train de construire des centrales de charbon, mais sans fin. Donc nous, dans l'Ouest, on dit plus de charbon, plus de charbon.
Donc, plus personne n'investit dans les mines de charbon, dans les actions de charbon. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir énormément de demandes pour remplir toutes ces centrales, toutes ces usines. Acheter du charbon, là, il y a des compagnies de charbon qui payent des dividendes de plus de 20% par an. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc, c'est assez difficile de perdre beaucoup d'argent là-dessus. Par contre, le risque, c'est qu'il y ait toujours que l'État dise « Ah, le charbon se fait trop d'argent et c'est pas bien ». Donc, on va mettre des taxes, des super taxes sur les profits, etc. Donc, c'est pas sans risque. Mais bon, fondamentalement, vous achetez des mines de charbon qui sont pas chères, qui crachent des très grandes dividendes et personne ne veut y toucher. Donc, avoir un petit peu de ces économies dans du charbon, il y a des choses plus folles à faire, je dirais. Ouais, c'est contre à rien, mais finalement, c'est pas si fou que ça. Voilà, c'est pas si fou que ça. Non. De manière générale, un bon test, si vous parlez aux gens, vous allez à un apéritif à Paris, ou je sais pas, le dimanche à la sortie de l'église, et vous dites oui, j'ai investi dans du charbon, et les gens vous regardent de travers, c'est un bon signe. S'ils s'offusquent, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est un bon signe. Est-ce que tu fais un petit peu d'obligations, des choses comme ça, de produits fixed income product, des choses comme ça? Personnellement, dans un monde où il y a de plus en plus de volatilité, où il y a de moins en moins de confiance. Hein. On est dans un monde où les gens ne se font plus confiance, les institutions ne se font plus confiance, les gouvernements ne se font plus confiance. J'ai un peu du mal à acheter de la dette. Après, moi, je le vois comme quelque chose qui est... Si on prend des AAA, tu vois, vraiment des entreprises de top qualité, je le vois comme une façon d'investir puisque je garde mes obligations jusqu'à maturité, sans volatilité. Et ça me permet, comme on le disait un peu plus tôt, de dormir aussi sur mes deux oreilles, si on peut dire. Je comprends tout à fait. Et ça devrait. Mais ça dépend du profil, en fait, peut-être aussi. Personnellement, non, mais je comprends tout à fait que les obligations, ça a vraiment un rôle à jouer. Les obligations sont intéressantes. Il peut y avoir aussi tout simplement des dépôts à terme dans des pays qui peuvent proposer des choses intéressantes. Panama en ce moment, il y a également Singapour et c'est plutôt contre-intuitif puisque d'habitude la sécurité n'est pas associée à des hauts rendements et là en ce moment il y a des très très bons rendements à Singapour, donc ça aussi je le fais parce que ça me permet encore une fois de bien dormir et de rester concentré moi dans mon travail parce que je n'ai pas autant cette capacité comme toi d'investisseur, d'aller aux quatre coins du monde, etc. J'aime bien quand même avoir des choses un peu plus fixes, on va dire. Et je crois que ce que tu dis c'est vraiment un point vraiment important. Donc oui, il y a certaines personnes, ils aiment bien investir. Moi, j'aime bien ça. Donc moi, je suis plus actif, je prends un peu plus de risques quand même, etc. J'aime bien. Mais la réalité, c'est pour survivre une récession, même pour survivre la volatilité, pour survivre tous les imprévus, ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Bien sûr. Voilà, donc au-delà des investissements. Ouais. Au-delà des investissements. La réalité, c'est que si tu as un boulot ou si tu as un business qui marche très fort, ça sert à rien de perdre trop de temps à aller regarder des investissements aux quatre coins du monde, etc. Il y a toujours des solutions. Et je comprends tout à fait dans ton cas ce que tu fais. Tu as un business, ça marche bien, c'est intéressant, tu aimes bien ce que tu fais. T'es passionné par ça, aller courir aux quatre coins du monde pour aller regarder une banque colombienne, c'est pas ta passion. Dans ce cas-là, oui, c'est sûr, avoir des obligations, avoir des term deposits dans des banques à 6%, ça a certainement plus de sens. Ah ouais, le truc, c'est que, pour que les gens se comprennent bien, un term deposit à 6% à Panama, c'est 20 minutes, tu vois. Je mets un message sur WhatsApp à ma banquière, elle me prépare tous les trucs, elle peut même venir là, je le signe, j'ai 6%. Ça vaut pas trop le coup de m'embêter. Enfin, si, ça peut valoir le coup si tu cherches vraiment la performance. Parce que forcément, toi, tu vas aller plutôt chercher du 8, 10 et parfois mieux avec les dividendes dans certains cas. Ou pas forcément. Ou pas forcément parce que peut-être le stock baisse et donc le dividende ne comble pas la baisse. Et moi, j'ai pas cette volatilité. Mais j'ai quand même du risque. Il y a rien qui est sans risque. De toute façon, à partir du moment où on parle d'argent, il y a du risque. Même de le laisser sur votre compte bancaire, 0 sur le compte courant, vous prenez un risque de la banque, vous prenez un risque de devise. Est-ce que votre fiat currency elle va se maintenir face au monde? Donc voilà, vous prenez un risque, même quand vous faites le truc le plus simple du monde où vous pensez que vous n'en prenez pas. Oui, comme la plupart de ton audience, ils sont très exposés à l'euro ou très exposés au dollar canadien. Ça, on n'en a pas parlé. Diversification de devises aussi. Voilà. Une bonne chose à faire. Donc, ils pensent que c'est pas risqué, mais ils ont quasiment tout en euros. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment confiants que l'euro est la meilleure devise dans laquelle être? Personnellement, je ne sais pas, je ne crois pas. Personnellement, je ne suis pas très confiant avec l'euro. J'aurais du mal à dormir la nuit si j'avais tout en euros. Encore une fois, si j'étais bon à trader les devises, on ne serait pas ici en train d'avoir cette conversation. Après, il y a quand même quelques valeurs sûres, non? Bon, l'USD, c'est pas trop mal. Oui. Si c'est une chaise musicale, les fiat, et qu'il voilà. y en a une qui doit tomber en dernière, l'USD devrait être dans les dernières. Voilà, je crois que si on devait partir dans un
scénario un peu doomsday, un peu catastrophe, si ça c'est la thèse, l'euro chutera avant le dollar et quand l'euro chute, il va y avoir plein d'argent qui va partir sur le dollar. Qu'est-ce que tu penses du franc suisse? Cher, mais ça a l'air de toujours marcher. Le problème, c'est qu'il ne paye pas par rapport à l'USD où on a du rendement dessus. Mais c'est une devise qui a montré, qui a passé le test du temps aussi. Ouais. Singapour dollar qui peut être intéressant également. Je regarde ça de près. C'est un panier de devises de l'Asie. Donc pourquoi pas. Donc voilà, ce genre de devises. Éviter les devises voilà, comme en Argentine ou la Colombie. Quoique la Colombie et le Mexique, c'est des contre-arguments puisqu'ils ont bien performé dernièrement. En 2023, ils ont fait très très fort. Ouais. Donc parfois, encore une fois, c'est le truc, le côté imprévisible. Et ils payaient fort. Donc non seulement ils ont apprécié de, je sais pas, 15-20%, mais ils payaient quasiment du 10%. Celle à éviter, vraiment. Voilà. Argentine, Turquie, Liban. Qu'est-ce qu'ils ont au Liban? C'est fini leur lire là. Maintenant, c'est USD. Venezuela, leur bolivar. Bon, voilà, ça, vous évitez. Mais bon, je pense que personne va aller là-dessus. Et sinon, je pense qu'on a donné quelques devises intéressantes. Alors, je pense que les gens ont compris les devises dans lesquelles pas investir. Au-delà des investissements, la deuxième chose à mettre en place quand on veut se protéger d'une récession, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, qu'elles ne soient pas toutes à un même endroit, qu'elles ne soient pas toutes de la même forme. Et c'est quelque chose que tu fais très bien d'ailleurs, si tu peux nous en parler un peu. Oui, donc personnellement, je fais du conseil, de l'affiliation, j'ai une chaîne YouTube, etc. Et surtout, ce que je vois, quand je voyage, je vois beaucoup de gens qui font du e-commerce en ligne. Donc là, j'étais à San Juan del Sur et au Nicaragua. Et j'ai rencontré des gens, ils étaient tranquillement sur la plage et ils s'occupaient de leurs produits. Je sais pas trop comment ça marche, je suis pas un expert en e-commerce. Mais bon, Amazon, ils faisaient peut-être voilà, des trucs comme ça. Et en gros, ils étaient sur la plage, ils buvaient une bière et ils étaient sur l'ordinateur, ils avaient l'air assez contents. Donc c'est certainement une manière de vivre assez bien. Ouais, clairement. Et puis ce qui est bien avec la façon dont on fait les choses, donc toi, avec ton immobilier par exemple, tu en as à plusieurs endroits dans le monde. Donc même s'il y a un problème à un endroit comme il y a eu en ce moment en Équateur, le reste n'est pas affecté parce que c'est suffisamment loin. Voilà. Et je crois que c'est important, je vais te couper ici. Quand on est diversifié, il faut comprendre qu'il y aura toujours quelque chose qui pètera. Ouais. Okay, donc, à n'importe quel moment donné, dans mon portfolio, j'ai quelque chose qui est en flamme, mais qui va vraiment pas bien du tout, mais j'ai toujours quelque chose qui va très bien. C'est que tu es suffisamment diversifié. Il y a ce mème là qui dit que si tout va trop bien dans ton portfolio, c'est que tu n'as peut-être pas assez de diversification. Voilà. Il faut que ça soit tellement énorme qu'il y a toujours... Mais la partie qui est en feu, elle est petite finalement parce que c'est suffisamment diversifié. Ouais. Donc ça, c'est partie IMO. Moi, dans mon cas, comme tu l'as mentionné avec le e-commerce, ce qui est intéressant avec des plateformes comme Amazon, c'est que tu peux commencer à vendre donc, aux Émirats, tu peux vendre en Turquie, sur d'autres marchés si tu veux. Et ça peut être intéressant de décorréler de l'Occident. Alors bien sûr, au moment où on fait cette vidéo, les meilleurs marchés, c'est l'Occident, donc c'est les États-Unis et l'Europe. Mais ça ne mange pas de pain, entre guillemets, d'ouvrir d'autres marketplaces et de mettre un peu de stock et de vendre et de se créer un nouveau flux de revenus qui sera décorrélé de l'Occident si ça partait en sucette. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose d'intéressant à faire, de géodiversifier aussi son business. Et où il y a de la croissance. Donc tu mentionnes l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, en ce moment, ça se passe bien d'un point de vue croissance. Il y a beaucoup de croissance. Les gens aiment bien dépenser, etc. Les gens ont certainement plus une propensité à dépenser en ce moment en Arabie Saoudite que dans certains marchés européens. Clairement. Alors pour le moment, les pays GCC, c'est des petites populations quand on les prend en distingue. L'Arabie Saoudite, c'est dans les plus peuplés. Mais ce qui va être intéressant avec Amazon dans cette région du monde, dans les GCC, c'est qu'ils comptent faire ce qu'ils ont fait en Europe, le pan européen. Ils vont faire un pan GCC. Et donc, il y aura une mise à disposition du stock pour tous ces pays-là. Et là, tu toucheras en un coup, en envoyant ton stock à un seul endroit, une population qui sera presque aussi grosse qu'un pays européen. Et la petite subtilité, c'est qu'elle aura un pouvoir d'achat incroyable. Il y a potentiellement également un upside à aller sur des marchés un peu qui paraissent pour l'instant encore timides. Il y a potentiellement un upside sur le long terme. Tout à fait, 100%. Après, le challenge, c'est avoir vraiment le insight pour vraiment trouver les produits et tout. C'est une formation pour. Voilà. C'est pas très compliqué. Oui, mais c'est intéressant de pouvoir vendre dans différentes géographies. C'est super. Et ça nous amène au dernier point, en fait. C'est ces business-là, les business en ligne, ils ont cet avantage de pouvoir les opérer de là où on veut et en plus, on peut les géodiversifier. Et le troisième point, pour réduire un petit peu l'effet que pourrait avoir une récession sur sa personne, c'est de s'en aller, de s'expatrier. Ouais. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est de s'expatrier quand c'est encore possible. Parce que tu as des destinations comme Mexico, tu me disais, je ne sais plus, sur des villes côtières, où là, les Européens ont... Ouais, c'est triste.
Ouais, c'est un peu triste. On voit maintenant, en fait, ce que je vois, j'ai des amis mexicains, ils sont en vacances en Europe, c'est la fête. Et je vois de plus en plus d'Européens, ils ont plus les moyens d'arriver au Mexique. Ou quand ils débarquent au Mexique, ils sont choqués par les prix, quoi, parce que c'est devenu un peu cher. Quand on va à Mexico City, Playa del Carmen, Tulum, les Européens ont du mal. La plupart des Européens ont vraiment du mal. Les prix, ça se compare tout à fait à l'Europe, voire plus. Mais bon, ça, après, c'est un exemple spécifique sur cette ville-là qui a eu une flambée des prix. Je pense que c'est pas partout pareil dans le Mexique. Et il y a encore plein d'endroits à travers cette terre où un Français qui aurait un pouvoir d'achat moyen dans son pays, en allant dans un autre pays, ça serait le changement le plus rapide et radical qu'il pourrait faire pour battre l'inflation, moins subir la récession, avoir moins de fiscalité. Enfin, l'upside, il est énorme au fait de partir. Il est énorme. Ils peuvent aller au Maroc, ils peuvent aller au Monténégro, ils peuvent aller en Bulgarie, ils peuvent aller dans certains au Cambodge, au Vietnam, en Amérique latine. Il y a plein d'options. Il y a vraiment plein d'options pour les gens qui veulent réduire leur coût de vie et aussi améliorer leur lifestyle. Ouais, bien sûr. Déjà, rien que le fait d'aller dans certains des pays que tu as cités, s'ils passent de la moitié ou plus d'impôts à, on va dire, 0 ou 10%, déjà, l'inflation, elle fait moins mal. Donc voilà, donc on a la solution. En fait, il faut ouvrir un magasin e-commerce en Arabie Saoudite, déménager en Bulgarie, enterrer de l'or, acheter du charbon, c'est ça? Je pense que c'est un bon sum-up de ce podcast. Faites ça et vous serez pas trop mal. C'est bon. Non, mais en vrai, on rigole, mais ça pourrait être la solution à beaucoup de problèmes. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question investissement, les sources de revenus décorrélées à travers le monde, et puis réduire son imposition, changer d'endroit où on vit. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Merci d'avoir pris le temps de partager ton savoir. C'est toujours apprécié par les auditeurs d'OseiTV. Pour ceux qui voudraient te retrouver sur tes médias, est-ce que tu peux partager Oui, donc si vous parlez anglais, The Wandering Investor, donc j'ai un site web avec une mailing list et une chaîne YouTube. Si vous ne parlez pas anglais, vous parlez que français, j'ai maintenant un site web et une chaîne YouTube en français aussi qui s'appelle Investisseur Globetrotter. De toute façon, on mettra tous les liens juste en dessous. Et puis, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans le fait de relocaliser leur vie à l'international, pour avoir plus de liberté, moins de fiscalité et tout simplement avoir une meilleure vie, eh bien, sachez que je propose une formation qui s'appelle la Offshore Mastery, dans laquelle vous retrouverez du contenu vidéo et également un mastermind avec des entrepreneurs qui sont déjà aux quatre coins du monde et qui s'entraident au quotidien. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et le mastermind, eh bien, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye.